Imaginez des vacances sereines dans les pittoresques montagnes de Catskill, brusquement interrompues par une terreur imprévue. Aujourd'hui, nous dévoilons l'histoire glaçante d'une joyeuse escapade familiale qui s'est transformée en un horrible cauchemar en un clin d'œil. Les victimes de cette histoire tragique, un ours noir curieux et un bébé innocent nommé Esther Schwimmer. Cette histoire ne manquera pas de vous émouvoir et vous ne voudrez pas en manquer une seule seconde. Préparez-vous à plonger dans cette histoire de Ça fait mal. Bienvenue et préparez-vous à l'inattendu. Août 2002, les Schwimmers de Brooklyn, New York, se préparent pour leur voyage familial habituel. Cette année, comme bien d'autres auparavant, ils se rendaient dans les montagnes Catskill, un magnifique havre de paix situé dans le sud-est de l'État de New York. Les Catskills, célèbres pour leur panorama à couper le souffle, étaient un lieu d'évasion populaire pour les citadins en quête de repos. Les Schwimmers n'étaient pas étrangers aux Catskills. Ils aimaient l'air frais, la verdure et l'environnement paisible, loin de leur vie citadine trépidante. Leur lieu de villégiature était situé dans un immense espace sauvage de 700 acres. Ce vaste terrain de jeu, rempli de forêts, de ruisseaux et de montagnes, était l'endroit idéal pour s'amuser en plein air. Ils ont choisi de séjourner dans le petit village de Woodbridge, dans des cabanes qui se fondaient parfaitement dans le paysage verdoyant des Catskills. Les cabanes paraissaient simples, mais elles étaient confortables et offraient une ambiance douillette au milieu de la nature sauvage. À leur arrivée, les enfants ont adoré la faune et la flore, des choses qu'ils ne voient habituellement que dans les livres. Rachel et Pincus, les parents, ont apprécié les vues magnifiques et le calme des Catskills. Chaque année, ils attendaient avec impatience cette pause, l'occasion de souffler un peu et de créer de bons souvenirs en famille. Mais ils ne se doutaient pas que cette année, leur voyage serait tout sauf habituel. En arrivant dans le cadre bucolique de Woodbridge, la famille Schwimmer a été accueillie par une collection de chalets d'été d'époque. Ils étaient peut-être un peu abîmés par le temps, mais cela n'avait pas d'importance pour la famille. À leurs yeux, les cottages respiraient le charme, et la sérénité de l'étendue rurale était un changement bienvenu par rapport au paysage urbain cacophonique auquel ils étaient habitués. Rachel et Pincus s'affairent à tout déballer et installer leur résidence temporaire. Les enfants, quant à eux, ne pouvaient contenir leur excitation. Ils se sont emparés de l'immense verdure comme s'il s'agissait de leur terrain de jeu personnel. Bébé Esther, quant à elle, semblait prête à faire une sieste. Rachel l'a donc émaillotée dans une couverture et l'a doucement bercée dans la poussette jusqu'à ce que ses paupières se ferment. Une fois la petite endormie, Rachel décide de laisser la poussette sous le porche. Ainsi, elle peut garder un œil protecteur sur elle tout en surveillant les activités des enfants plus âgés sur la pelouse. Pour eux, c'était un après-midi calme et serein, rempli de joie et de chaleur familiale. Cependant, à leur insu, une autre entité partageait leur intérêt pour ce lieu de vacances paisible, un ours noir juvénile. Âgé d'à peine 2 ans, l'ours était devenu exceptionnellement à l'aise avec les humains. Au fil du temps, il avait appris que la présence humaine était souvent synonyme de repas facile, ce qui le rendait impatient de s'approcher de leur habitation. Alors que la famille profitait de son après-midi tranquille, sa présence sans méfiance attirait tranquillement un invité indésirable. Ils étaient loin de se douter que leurs vacances familiales idylliques étaient sur le point de se transformer en une rencontre inattendue et pleine d'adrénaline. Ce qui devait être un après-midi de plaisir et débat pour la famille Schwimmer a soudain pris une tournure terrifiante. Rachel et ses 2 enfants plus âgés étaient complètement absorbés par leur jeu dans la cour, leur rire résonnant dans l'air. À leur insu, un jeune ours noir se rapprochait, attiré par des odeurs et des sons étranges mais intrigants. Une odeur curieuse éveille l'intérêt de l'ours. C'est une odeur inconnue qui l'a poussé à approfondir ses recherches. La source était la petite Esther, confortablement installée dans sa poussette, paisiblement inconsciente du drame qui était sur le point de se produire. L'ours, attiré par cette nouvelle odeur, se dirigea vers elle. Ses mouvements n'étaient pas sans but. Ils étaient plutôt animés d'une étrange intention. Tout à coup, un cri glacial a transpercé la tranquillité de l'après-midi. « Ours !» L'avertissement a pris Rachel au dépourvu. Son cœur battit la chamade dans sa poitrine, et ses yeux se fixèrent sur la silhouette noire qui émergeait de la lisière de la forêt. L'ours se dirigeait de façon inquiétante vers sa famille. Sans perdre une seconde, Rachel a pris ses enfants plus âgés dans une pochette protectrice et s'est précipitée vers le sanctuaire de la maison. Une fois à l'intérieur, alors qu'elle s'assure de la sécurité de ses enfants plus âgés, elle prend conscience d'une réalité qui lui fait froid dans le dos.
le bébé Esther était toujours dehors, endormi dans sa poussette, vulnérable à la menace qui s'approchait régulièrement. Ce qui avait commencé comme des vacances familiales idylliques s'est transformé en une épreuve terrifiante. Rachel est maintenant confrontée à une question qui met ses nerfs à rude épreuve. Pourra-t-elle sauver son bébé du danger imminent que représente l'ours? Au fur et à mesure qu'elle prenait conscience de la gravité de la crise, le cadre serein se transformait en un cauchemar plein de suspense. Dans un moment qui a brisé la tranquillité de l'après-midi, un cri désespéré a retenti. « Ours !» L'instinct maternel de Rachel s'est mis à l'œuvre et elle a rapidement emmené ses 2 enfants les plus âgés dans la sécurité de leur chalet. Alors qu'elle ferme la porte derrière elle, la réalité glaçante de ce qui est en train de se passer commence à s'imposer. Mais lorsque Rachel s'est retournée pour secourir la petite Esther, une vision terrifiante l'a arrêtée net. L'ours noir, qui n'était plus qu'une tache lointaine à l'horizon, se rapprochait dangereusement de la poussette. La scène pittoresque s'est transformée en un véritable cauchemar qui se déroule sous ses yeux terrifiés. Alors qu'elle n'ait pu comprendre la gravité de la situation, l'impensable se produit. D'un coup de patte massif, l'ours renversa la poussette. Esther, brusquement tirée de son sommeil paisible, atterrit sur l'herbe en poussant un cri de surprise. D'un seul geste, l'ours souleva le bébé gémissant dans ses mâchoires. La forme minuscule d'Esther disparaissait dans l'énormité de la créature. Les cris terrifiés d'Esther traversent la paisible forêt, étouffant les sons harmonieux de la nature. Rachel est restée paralysée, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes, tandis qu'elle assistait impuissante à l'horrible scène qui se déroulait. Le temps semblait s'étirer à l'infini, tandis que l'ours, par sa terrifiante démonstration, maintenait la jeune mère prisonnière de son pire cauchemar. Les chalets sont envahis par une multitude de mouvements, et les autres vacanciers, alertés par l'agitation, se répandent sur la pelouse. La vue de l'ours tenant le nourrisson a provoqué une secousse de peur dans la foule, effaçant rapidement tout ce qui restait de l'humeur détendue des vacances. La situation.
Le gémissement lointain d'une ambulance en approche rompt le silence tendu, allumant une fragile flamme d'espoir au milieu du désespoir. Peut-être y avait-il encore une chance d'inverser les cours des choses pour la petite Esther. Le trajet jusqu'à l'hôpital est un véritable gant de suspense. Le spectre de la tragédie planant lourdement dans l'air. Malgré les efforts acharnés des médecins, les blessures d'Esther se sont révélées insurmontables. L'enfant pétillant, qui roucoulait joyeusement dans sa poussette quelques heures auparavant, était désormais pris au piège d'un combat pour la survie, pour laquelle elle n'était absolument pas équipée. Avant d'atteindre le sanctuaire de l'hôpital d'Ellenville, Esther a succombé à ses graves blessures. Un silence assourdissant règne dans l'ambulance. Le sinistre verdict s'installant comme un linceul. L'épisode monstrueux s'est déroulé en quelques instants, marquant à jamais la famille Schwimmer. Le paisible havre de vacances s'est transformé en théâtre d'un chagrin indicible, faisant trembler cette communauté très unie. La perte prématurée de l'innocente Esther a rappelé brutalement la bête imprévisible qu'est la nature sauvage et la ligne précaire qui sépare les habitations humaines des territoires sauvages. La famille Schwimmer se remettra-t-elle un jour de cette perte inimaginable? La question restait en suspens, aussi obsédante que l'écho silencieux du rire d'un bébé que l'on n'entendrait plus jamais. Après ce terrible incident, une question reste en suspens. Pourquoi? Pourquoi un ours noir habituellement timide a-t-il attaqué un nourrisson? Les forces de l'ordre local ont rapidement localisé et, malheureusement, tué l'ours. La recherche de la vérité incombe alors à Ward Stone, pathologiste de l'État. L'autopsie de l'ours a révélé la présence dans son estomac d'un mélange de plantes sylvestres, de nourriture humaine et même de plastique, ce qui laisse supposer qu'il s'est nourri dans des zones habitées par l'homme. Pourtant, il n'avait pas été marqué, comme c'est généralement le cas pour les ours à problème. Les experts ont proposé que l'ours ait été attiré par une odeur unique, peut-être celle du lait ou des couches du bébé. Mais aucun signe évident d'anomalie cérébrale n'a été trouvé, l'analyse ayant été compliquée par les blessures par balle. Le mystère reste entier. S'agit-il d'une mésaventure tragique ou d'un signe d'escalade du conflit entre l'homme et la faune? Ce chagrin d'amour va-t-il se répéter? La tragédie de la famille Schwimmer a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, déclenchant des débats qui se sont répercutés au sein de l'administration de l'État. Bien que le sort d'Esther soit une terrible exception, il a mis en lumière les problèmes urgents liés aux interactions entre l'homme et l'ours, avec l'explosion des populations d'ours dans les États voisins, comme le New Jersey et le Connecticut, où la chasse à l'ours est interdite. Les rencontres entre l'homme et l'ours se multiplient et ne sont toujours pas pacifiques. Les plaintes concernant l'invasion des zones résidentielles et de maisons par des ours se multiplient. À la suite de la mort d'Esther, les demandes de réglementation de la chasse à l'ours dans ces États se sont intensifiées. Le raisonnement est simple. Une population d'ours en augmentation multiplie les rencontres avec l'homme, ce qui accroît le risque d'incidents similaires. Cependant, l'attention s'est également portée sur le comportement humain. Les ours, qui sont des mangeurs opportunistes, exploiteraient les repas faciles fournis par les humains, ce qui conduirait à des situations où les ours perdraient leur peur de l'homme, augmentant ainsi les contacts. Cet incident tragique souligne l'importance d'une meilleure gestion de la collaboration entre l'homme et la faune sauvage. La situation actuelle ne peut perdurer, qu'il s'agisse d'instaurer une chasse réglementée ou de sensibiliser le public à la cohabitation avec les ours. L'espoir était que cet événement horrible puisse émerger un résultat positif, une relation plus sûre et plus respectueuse entre les humains et leurs voisins sauvages. Un hommage durable à la mémoire d'Esther. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire déchirante d'Esther Schwimmer. Elle nous rappelle brutalement que la beauté de la nature exige le respect de ses habitants et que la frontière entre les territoires des hommes et ceux des animaux sauvages peut facilement s'estomper. Si vous avez aimé cette histoire vécue de Final Affliction, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà rencontré un ours dans la nature? Comment pensez-vous que nous pouvons améliorer notre coexistence avec les animaux? Nous serions ravis de connaître votre avis. Jusqu'à la prochaine fois, restez prudents et nous vous retrouverons dans notre prochain épisode.
Dans les vastes étendues obsédantes de l'Arctique, un endroit où d'interminables couches de neige recouvrent la Terre et où de puissants ours polaires se promènent en toute liberté. Les mystères et les récits de la vie sauvage sont souvent chuchotés par les vents glacés. Mais il y a une histoire qui traverse ce silence glacé, qui résonne des battements de cœur de l'aventure, qui est ponctuée par des moments de tragédie brute et qui, en fin de compte, s'élève en tant qu'héritage durable. Préparez-vous, car aujourd'hui, nous soulevons le voile glacé pour révéler un récit qui mêle l'homme, la bête et la nature dans sa forme la plus primitive. Bienvenue dans Ça fait mal. Voici la saga captivante d'un jeune homme plein d'entrain, Horatio Chapel, majestueux mais mortel. Dans les vastes étendues gelées de notre planète, le Svalbard apparaît comme une énigme glaçante d'émerveillement et de danger, situé en équilibre précaire entre les côtes escarpées de la Norvège et la désolation glacée du pôle Nord. Cet archipel est un royaume où la beauté danse une valse périlleuse avec la nature. Sur fond de glaciers étincelants et de nuits polaires sans fin, une communauté de 2500 âmes intrépides brave les éléments, se forge une vie dans un endroit où le soleil peut disparaître pendant des mois et où le froid n'est pas seulement un inconvénient. C'est un adversaire silencieux qui attend à leur porte. Mais dans cette nature sauvage chargée de givre, il y a une présence encore plus redoutable. L'ours polaire royal parcourt les plaines glacées et les montagnes enneigées. Créature d'une grande force et d'une beauté obsédante, il domine les paysages du Svalbard d'une patte de fer. Vénéré comme le chef-d'œuvre de la nature, l'ours est aussi une force imprévisible, qui rappelle aux habitants et aux visiteurs la frontière ténue entre le respect et le danger. Pourtant, l'existence même de ce prédateur de haut niveau, associé à l'attrait de la flore et de la faune unique de l'archipel, envoûte les aventuriers du monde entier. Année après année, les touristes se rendent en pèlerinage au Svalbard, sans se laisser décourager par les récits de rencontres inopinées et de moments d'émotion. Leur mission, expérimenter le mélange enivrant de la beauté et de péril. Observer l'ours polaire dans son habitat naturel et fouler, ne serait-ce qu'un instant, le royaume du véritable monarque de l'Arctique. Nous sommes en 2011. Et les vents de l'aventure murmurent à ceux qui ont l'âme audacieuse. Parmi eux, Horatio Chapel, un jeune homme de 17 ans à peine, mais dont le cœur brûle d'une flamme qui n'a rien à voir avec son âge. Son intelligence vive et sa curiosité insatiable le désignaient déjà comme une future sommité dans le domaine de la médecine. Nombreux étaient ceux qui prédisaient une vie remplie d'honneur, de découvertes révolutionnaires et de profondes contributions au monde. Cependant, le destin lui a réservé un autre sort. L'Exploring Society de la British School, une institution réputée pour sa capacité à former de jeunes aventuriers, attire Horatio. Ses récits de terres lointaines, de territoires inexplorés et la promesse d'expériences qui changeront sa vie en ont captivé plus d'un avant lui. Et maintenant, c'était au tour d'Horatio de graver son nom dans les annales de l'exploration, avec la bénédiction de sa famille et le poids de grandes espérances sur ses épaules. Il entreprit un voyage vers le pays des merveilles glacées du Svalbard. L'archipel, avec son attrait pour des paysages et les rencontres avec les majestueux ours polaires, devait être un séjour éducatif, un rite de passage pour les jeunes explorateurs. Les journées étaient remplies de randonnées à travers les étendues glaciaires, d'observations de l'écosystème délicat de l'Arctique, et les nuits passées sous une couverture d'étoiles scintillantes, à raconter les découvertes de la journée. Mais le Svalbard, aussi enchanteur soit-il, recèle aussi sa part de secrets perfides. Ce qui avait commencé comme une exploration d'illumination et de camaraderie s'est progressivement transformé en une saga pleine de suspense. Pour Horatio et ses camarades, l'essence même du Svalbard, l'insaisissable ours polaire, va se transformer d'un symbole de beauté naturelle en un spectre inquiétant. Leur aventure allait prendre une tournure qu'aucun d'entre eux n'aurait pu anticiper, les plongeant dans une confrontation dramatique avec la puissance brute de la nature et mettant à l'épreuve l'essence même de leur courage et de leur détermination. La soirée du 5 août était plongée dans un crépuscule arctique éthéré, le ciel se parant de teintes pourpres, dorées et d'un bleu des plus doux. L'air, vif, avec un soupçon de givre, portait les mélodies lointaines du vent frôlant les sommets glacés. C'était le genre de nuit qui nous fait croire à la magie de la nature et à l'invincibilité de la jeunesse. Horatio, avec ses amis et ses compagnons d'exploration, se blottissait autour d'un feu de camp improvisé, partageant rires et histoires. Les échos de leur joie et de leur camaraderie dansaient dans l'air, contrastant fortement avec le calme de la nature blanche qui les entourait.
Alors que la nuit s'épaissit, une envoûtante aurore boréale entame sa danse céleste, projetant des verts et des roses éclatants sur la toile nocturne. Sous ce spectacle envoûtant, ils se sont retirés dans leur tente, le cœur plein et l'esprit bourdonnant des expériences de la journée. Mais dans cette vaste étendue de sérénité et de beauté, le danger rôde furtivement. Plus tôt dans la journée, certains d'entre eux avaient remarqué des empreintes d'ours polaires dans la neige, rappelant doucement qu'ils n'étaient que des invités dans ce royaume de glace. Pourtant enveloppés dans le cocon de leur excitation et de la sécurité de leur groupe, il était facile de négliger ces signes comme de simples notes de bas de page dans leur grande aventure. À l'approche de minuit, le campement, désormais plongé dans un silence pesant, va bientôt connaître un changement brutal de son destin. Un doux bruissement, à peine audible au début, devint progressivement plus distinct. Une ombre, massive et pesante, commence à se matérialiser aux abords du campement. L'ours polaire, attiré peut-être par la curiosité ou l'odeur de la nourriture, avait décidé de leur rendre visite. Une à une, les tentes commencèrent à trembler sous les coups curieux de la créature. Les empreintes, autrefois douces, étaient désormais liées à un danger bien réel et bien présent. Au fur et à mesure que les jeunes aventuriers réalisaient ce danger, la panique commençait à s'emparer de leur cœur. La frontière entre l'homme et la nature s'amincit rapidement. Dans l'Arctique, les moments peuvent durer une éternité, et l'espace entre la curiosité et la calamité peut être dangereusement court. Alors que l'ours se rapproche de la tente d'Horatio, l'aventure palpitante d'une vie est sur le point d'être éclipsée par un affrontement qui remettra en question les limites même de la force, du courage et de la résilience de l'homme. Le calme paisible de la nuit arctique, habituellement ponctué par le doux hurlement du vent, est soudainement et violemment rompu. Patrick Flinders se réveille en sursaut, le cœur battant, lorsque la toile de la tente se déchire, révélant la silhouette intimidante d'un ours polaire massif. La nuit froide est rapidement remplie d'une terreur plus profonde que n'importe quelle engelure. Le monde à l'intérieur de la tente semblait se rétrécir, rempli de la bête imminente, de l'odeur incomparable des animaux sauvages et d'une peur qui s'emparait de l'âme. Patrick, pris de panique, cherchait désespérément quelque chose pour repousser la créature qui s'avançait. Sa main trouva une lampe de poche, qu'il utilisa dans une vaine tentative de faire sursauter la bête. Celle-ci ne bronche guère. À l'extérieur, le camp est plongé dans le chaos. Des cris et des pleurs résonnent, ponctués par les tirs de fusées de détresse. Mais c'est la voix d'Horatio qui est la plus obsédante. Il était sorti de sa tente, brandissant une pioche dans un acte de bravoure étonnant, tentant de détourner l'attention de l'ours de Patrick et des autres. L'ours, sentant une nouvelle menace, tourna sa fureur vers Horatio. Les guides expérimentés, formés à ce genre d'urgence, se sont empressés de tirer des coups de feu dans l'air, tentant désespérément de dissuader l'ours. Mais dans son état de frénésie, la créature n'a pas été découragée. Ce n'est que lorsqu'une balle a trouvé sa cible que la créature a finalement reculé. Lorsque la poussière est retombée, le campement n'était plus qu'une scène de dévastation, avec des tentes déchirées et des affaires éparpillées. Mais c'est la vue d'Horatio, ce jeune homme plein de promesses et d'aspirations qui provoque une immense tristesse. L'Arctique, dans toute son immense beauté, restera silencieux, presque en signe de respect pour l'aventurier tombé au champ d'honneur. Patrick, qui avait survécu à l'affrontement, mais était profondément marqué, racontait souvent cette horrible matinée. Il évoquait la bravoure d'Horatio, la férocité implacable du prédateur arctique et le profond silence qui semblait tout envelopper après le chaos. Le paysage glacé de l'Arctique, qui a toujours présenté des défis, est maintenant le théâtre d'une bataille à laquelle aucun des aventuriers ne s'était préparé. L'immensité blanche et sereine est soudain teintée du contraste saisissant entre la fureur d'un prédateur et le désespoir de ceux qui luttent pour leur vie. Chaque seconde semble une éternité. Le fusil datant de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été conservé pour les cas d'urgence, s'est enrayé après le premier coup de feu. Son âge et le froid mordant le rendent presque inutile dans cette situation de vie ou de mort. La panique gagne le groupe, mais ils ne peuvent pas se permettre d'y succomber. Sarah, une géologue qui n'a pas reçu d'entraînement formel au combat, est devenue une héroïne improbable. À l'aide de son pic à glace, elle s'est approchée de l'ours par le côté, dans le but de détourner son attention. Sa bravoure a inspiré d'autres personnes. Tom, le photographe du groupe, a agité son trépied d'un air menaçant, tentant d'intimider l'énorme créature, tandis qu'Emily, une biologiste, a utilisé une fusée éclairante du kit d'urgence du camp, espérant que sa lumière vive et son bruit dissuaderait la bête enragée. Horatio,
même dans son état désespéré, fait preuve d'une immense force de caractère. Il exhorte ses amis à s'éloigner, à se mettre à l'abri, alors même qu'il est aux prises avec la créature qui semble vouloir tout détruire. Au loin, les bruits des moteurs de motoneige s'intensifient. Les renforts d'un camp voisin ont été alertés par les fusées de détresse et se précipitent à la rescousse. Leur arrivée, avec des bruits plus forts et des lumières plus vives, s'est finalement avérée trop difficile pour l'ours, qui a battu en retraite dans l'obscurité. Lorsque le calme est revenu, la rudesse de l'Arctique s'est fait sentir plus que jamais. Le froid mordant semblait encore plus intense, le silence encore plus profond. Les larmes ont gelé sur les joues et les mots ont été difficiles à trouver. Pourtant, au milieu du choc et de la tristesse, il y avait un nouveau respect pour la puissance imprévisible de la nature, pour la fragilité de la vie humaine et pour l'esprit indéniable de ceux qui choisissent d'explorer les environnements les plus rudes du monde. L'après-attaque a été le théâtre d'émotions brutes de chagrin, de choc et de colère. Et au milieu de l'engourdissement, une question pressante a émergé, résonnant dans l'esprit de chaque survivant. Comment en est-on arrivé là ? L'excitation initiale de l'exploration en Arctique a peut-être masqué les dangers inhérents à l'environnement. Il ne s'agissait pas seulement de lutter contre le froid ou de naviguer dans des territoires inexplorés, mais aussi de respecter la faune qui a élu domicile dans cette région glacée et sauvage. Mais dans leur admiration et leur respect pour la beauté époustouflante du Svalbard, certaines précautions de sécurité fondamentales ont été négligées. Une enquête sur l'incident a révélé une série d'oublis et de décisions malheureuses. Tout d'abord, l'emplacement du camping n'était pas idéal. Niché entre deux crêtes, il offrait une visibilité limitée des environs, ce qui en faisait un endroit idéal pour qu'un ours polaire puisse s'approcher sans être détecté. Ce problème a été aggravé par l'absence d'alarme à fil de fer autour du périmètre du camp, une mesure de sécurité standard dans le territoire des ours polaires. Bien que le groupe ait suivi des séances d'information sur la sécurité avant de se lancer dans l'expédition, les dispositifs de protection individuelle, tels que les sprays anti-ours ou les outils sonores, brillaient par leur absence. Rétrospectivement, leur confiance dans le fusil de l'époque, comme seule ligne de défense, s'est révélée être une grave erreur de calcul. Ces ratés n'ont fait qu'ajouter à la série d'événements malheureux. Mais s'il avait fonctionné, un seul fusil aurait-il suffi ? En outre, une analyse a révélé que l'ours polaire qui avait attaqué le camp était en sous-poids, ce qui indiquait qu'il était peut-être mort de faim. Cela a soulevé une autre question urgente. L'impact du changement climatique sur les habitats des ours polaires et leur interaction accrue avec les humains à la recherche de nourriture. Au fur et à mesure que ces détails sont apparus, des responsabilités ont été attribuées et des disputes se sont ensuivies. Mais derrière les accusations se cache un fait indéniable. La nature est imprévisible et l'homme, malgré ses progrès, reste vulnérable face à sa puissance. Cette tragédie a servi de rappel sombre pour les futurs explorateurs. Si le Svalbard reste un lieu d'une beauté inégalée, il exige le respect et une préparation rigoureuse. La perte d'Horatio Chapel n'est pas seulement l'histoire d'une tragédie personnelle, c'est aussi l'histoire d'une leçon apprise, qui incite tous les aventuriers à reconnaître l'importance de la préparation, de la connaissance et du respect lorsqu'ils affrontent la nature. Dans l'ombre de la tragédie du Svalbard, l'essence d'Horatio a refusé de s'estomper. S'inspirant de son amour pour la nature et de sa passion pour le changement, la famille Chapel a honoré sa mémoire en créant des jardins thérapeutiques dans tout le Royaume-Uni, les jardins d'Horatio. Chaque jardin, méticuleusement conçu, est devenu un sanctuaire de guérison. Les vétérans de guerre, les patients en convalescence et les personnes en quête de réconfort y trouvaient refuge au milieu de fleurs éclatantes et d'eau tranquille. Ces jardins ne reflétaient pas seulement l'esprit d'Horatio. Ils devenaient aussi des centres communautaires, accueillant des séances d'art-thérapie, des ateliers et des événements qui favorisaient l'unité et le soutien. Au fur et à mesure que les récits de leur impact transformateur se sont répandus, le soutien au jardin d'Horatio s'est accru. Ces mémoriaux vivants ne sont pas de simples espaces verts. Ils incarnent le cœur d'un jeune homme dont l'héritage d'amour, d'espoir et de résilience s'est épanoui, touchant d'innombrables vies dans chaque fleur et chaque bruissement de feuilles. La présence d'Horatio est un doux rappel de la beauté fragile de la vie et du pouvoir de guérison du souvenir. De l'étreinte glaciale et impitoyable du Svalbard à la tendre étreinte des jardins d'Horatio. L'histoire d'Horatio Chapel est un témoignage poignant des moments fugaces de la vie et des échos qu'il laisse derrière eux. Alors que nous nous séparons,
laissons le poids de son histoire nous rappeler sombrement que la fragilité de la vie exige que nous la touchions avec douceur. Chérissons chaque souffle, chaque rire et même les larmes. Et en mémoire d'Horatio, pourriez-vous envisager de soutenir les jardins qui portent